Bonjour à toutes et à tous. Je suis Cédric Laroyen, le directeur RSE du groupe EPSA, et je vais être accompagné pour ce troisième webinaire de Delphine Gillet, qui est responsable achat responsable chez nous, et puis Geoffrey Liétard, qui est le directeur général d'EPSA Marketplace et de notre entreprise By the Way. Donc, ce que je vous propose, c'est de directement commencer par une courte introduction, déjà pour vous donner quelques mots sur EPSA et pourquoi est-ce qu'on s'interroge sur ce sujet. Alors, EPSA, très concrètement, est créateur et producteur de performance durable qui est régi par quatre grands piliers. Le premier qui est déjà d'accélérer la performance opérationnelle de nos clients et des groupes avec qui nous travaillons, donc principalement sur la question des achats. On va un peu dans ce prolongement-là pour proposer effectivement une solution de BPO, d'outsourcing des achats via EPSA Marketplace, et puis deux autres entités qui sont autour de la performance sur l'innovation, finalement sur le financement, comment on fait pour aller financer, avoir la meilleure fiscalité sur ces nouveaux produits, ces nouveaux services, et puis une dernière filiale, une dernière entité qui est sur l'optimisation de charges fiscales et sociales. C'est une entreprise qui fait x4 en 4 ans, en tout cas sur les dernières années. On s'est interrogé durant le temps du Covid sur notre expertise achat et finalement en se disant il se passe quelque chose, il y a une transformation qui est en train de s'opérer dans les entreprises, je reviendrai sur ça juste après, qui est de se dire les achats avec 50 à 70% du chiffre d'affaires d'une entreprise, clairement, sont un levier de transformation des entreprises. Oui, mais vers quoi? Vers une performance que l'on veut durable, que l'on veut pérenne, avec une croissance qui est raisonnée, raisonnable et qui est évidemment soutenue. Sur ce principe-là, on a effectivement condensé un grand nombre de méthodologies, d'actions qu'aujourd'hui on décline à travers cette série de webinaires. Alors, il y a déjà les deux premiers autour du premier pilier qui est la gouvernance qui a été proposée mi-mars et fin mars, notamment fin mars avec notre grand témoin Bertrand Pouillot, directeur des achats d'Enedis, qui a pu effectivement partager à la fois son expertise, son retour d'expérience sur ce qu'il fait, sur un cadre particulier, et je reviendrai là-dessus, qu'il a pu mettre chez Enedis pour avoir une relation vraiment gagnant-gagnant entre fournisseurs et donneurs d'ordre. Aujourd'hui, on est sur ce troisième webinaire autour de l'impact social et des achats. On aura le même mécanisme mi-mai autour de un ou deux grands témoins autour de ce sujet d'impact social. Et puis rendez-vous en juin pour parler finalement des achats et de l'environnement, la performance énergétique, pour parler de la décarbonisation des achats. Effectivement, on travaillera ces sujets-là juste avant l'été. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter comment vont se dérouler les 40-45 prochaines minutes, vraiment sur cette thématique très forte qui est comment est-ce qu'on peut réussir à concilier impact social et performance achat. C'est absolument pas antinomique. On le verra à travers les interventions de Delphine et de Geoffrey. On travaillera ces quelques points qui sont finalement l'acheteur devient un acteur stratégique dans l'économie sociale et solidaire. Est-ce qu'on fait face à un écosystème complexe et quels en sont les acteurs? Puis ensuite, finalement, la méthodologie pour optimiser cet impact social. On sait que c'est possible, mais comment on peut aller jusqu'au bout de la démarche? Et puis, on fera un focus pour essayer de vous décrypter un petit peu le sujet, puisque au sein d'EPSA, on a une entreprise adaptée qui est By the Way. Alors, on ne parlera pas de By the Way, on n'est pas là pour en faire la promotion, mais pour montrer comment on peut collaborer avec un des secteurs d'activité qui est notamment le secteur protégé et adapté. Voilà pour le sommaire. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail et dans le contenu. Alors, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est face à une crise sanitaire sans précédent, ça je l'apprends à personne, qui a fait ressurgir effectivement des dérives et des risques qui sont venus être exacerbés sur les derniers mois et sur les 2 dernières années. Délocalisation et les chaînes d'approvisionnement qui sont non maîtrisées, pollution environnementale, on le voit au quotidien et tous les jours, des ruptures de stock et des pénuries qu'on n'avait absolument pas prévues, une dépendance de nos fournisseurs qui est de plus en plus avérée. Mais ça fait naître aussi, et c'est surtout ça qui est important, de nouvelles dynamiques, avec effectivement du Made in France qui aujourd'hui n'est plus juste un des signaux faibles, mais qui s'affirme comme étant une vraie solution alternative de consommation et plébiscitée et sollicitée par les consommateurs. Une consommation qui se veut être plus raisonnable, plus raisonnée, une promotion des achats responsables et des achats durables, on va en parler, et puis plein de petites choses qui s'opèrent comme effectivement de l'éco-conception, de l'économie circulaire, et puis une prise de conscience, et c'est peut-être ça le plus important, d'une responsabilité collective face à ces enjeux-là. Donc effectivement, une crise sanitaire sans précédent aujourd'hui, qui est un vrai accélérateur de tendance sur 3 points. Le premier qui est les entreprises sont en train de s'organiser autour de ces points-là. Elles sont résilientes, c'est un peu le mot à la mode, mais véritablement, elles apprennent de ce qui s'est passé, y compris de leurs échecs et des risques, pour essayer d'être meilleures pour demain. On voit de l'entraide, on voit de la solidarité entre les entreprises qui d'un coup créent des filiales ou des filières de production qu'on n'aurait pas imaginé.
Il y a effectivement une résilience industrielle, une agilité industrielle qui est assez intéressante et qu'on peut nommer. On voit notamment qu'il y a de l'innovation qui arrive de plus en plus, innovation de rupture. Donc les entreprises s'organisent, les consommateurs deviennent des consommateurs. C'est un sujet qu'on voyait déjà présent depuis quelques temps, mais aujourd'hui qui vient vraiment se renforcer. Une demande de transparence qui est accrue, une maturité croissante du client, du consommateur sur des sujets sociaux, environnementaux, et puis aussi un désir de consommer local, plus éthique. On voit que c'est une tendance qui s'affirme de plus en plus. Et finalement, dans tout ça, l'acheteur se révèle dans une position assez stratégique et voire très stratégique dans le monde de l'entreprise avec ces questions d'achat durable et surtout de relations fournisseurs. On n'est plus que sur le simple acte d'achat, mais on est vraiment sur presque une collaboration repensée entre le client et le fournisseur. Alors, cette politique RSE, qu'on peut appeler politique RSE, en tout cas qui est impulsée, ça peut être le mot, est déployée dans tous les services de l'entreprise. Que ce soit petite taille ou de grandes entreprises, effectivement, on sent que c'est un sujet qui est pris à bras-le-corps par tous les départements, pour tous les services, côté RH, côté marketing, côté juridique, côté finance, transport, logistique, supply chain, etc. Donc, on voit qu'il y a effectivement des enjeux aussi d'impact, que chacun, finalement, c'est un sujet qui est transverse, donc chacun est obligé de venir travailler ces sujets-là, impulsé certes par la RSE, mais la politique et la fonction achat devient cœur de cette politique-là. Pourquoi? Parce que finalement, ce que j'ai dit en introduction, 50 à 60, 70% du chiffre d'affaires passe par les achats. Donc, il y a un vrai levier de transformation pour l'entreprise. Donc, on a vu que ce sujet-là peut être abordé de différentes manières. C'est ce que vous retrouvez dans le guide. La gouvernance, l'impact social et l'impact environnemental. D'ailleurs, pour faire un petit retour sur ce qui s'est dit sur les 2 précédents webinaires sur la gouvernance, qui permettra de faire un lien avec tout ce dont on va se dire après. Sur ce premier webinaire, on a effectivement parlé de cette gouvernance autour des achats responsables avec cet enjeu qui est vraiment, aujourd'hui apparaissent comme les vecteurs de croissance durable. Comment est-ce qu'on arrive à respecter les droits de l'homme? On en parlera, l'orienté des pratiques, l'environnement, les conditions de travail, bref, cette question assez structurante. Tout ça pour réussir à se poser les bonnes questions sur 3 piliers qui sont clés. Comment je peux avoir un fournisseur responsable qui contribue à mon impact social et environnemental? Comment est-ce que je peux avoir une relation client-fournisseur équilibrée, qui n'est non plus descendante, mais qui est gagnant-gagnant? Et comment est-ce que je peux avoir des services, des produits qui sont à impact positif, à minima neutre, et ensuite qui sont à impact positif? Donc voilà ce qu'on s'est dit durant les deux premiers webinaires du mois de mars. Et aujourd'hui, on va donc attaquer ce sujet qui est autour de l'impact social. Et pour en parler, je vais laisser la parole à Delphine Gillet. Bonjour à tous et merci Cédric. Alors en effet, aujourd'hui je vais vous parler de l'acheteur et son impact social. Donc on l'a vu lors du dernier webinaire, le rôle de l'acheteur a beaucoup changé, son image également. On est passé en fait d'une image de cost killer, de chercheur de coûts directs à court terme, à la notion de créateur de valeur à la recherche de performance durable. On se rend compte qu'en fait, l'innovation sociale et donc l'enjeu social peut être un vrai levier pour l'acheteur qui est à la recherche de sens dans son acte d'achat. Et puis également, ça va permettre de faire grandir son rôle, sa fonction, et lui permettre également de lutter contre tout ce qui est exclusion sociale et professionnelle. Donc, je vais commencer par une définition qui est tirée de la norme ISO 20400, qui est une norme non certifiante. Donc, l'acheteur responsable, c'est celui qui est capable de réaliser un acte d'achat dont les impacts environnementaux, sociaux et économiques sont les plus positifs possibles sur toute la durée du cycle de vie, tout en cherchant la performance opérationnelle. Donc là, on a vraiment trois sujets. La notion de performance opérationnelle, de recherche de coût global et de recherche de performance globale. La notion de durée de cycle de vie et d'analyse de cycle de vie. Et également tout ce qui est impacts environnementaux, sociaux et économiques. Donc, on peut parler, quand on est dans la gestion du risque, d'impact de regarder les impacts les moins négatifs possibles. Et là, on parlera vraiment de regarder quels sont les impacts les plus positifs possibles, notamment sur l'enjeu social. Alors, on va essayer de
passer au slide suivant. Donc, il y a cet enjeu RSE au sein de cette certification et de les 7 enjeux RSE à regarder. Donc, la partie gouvernance, on l'a vu lors de nos derniers webinaires. La partie environnementale, on regardera la prochaine fois. Et là, on va vraiment être sur les conditions et relations de travail, les droits de l'homme et la communauté et développement local. En fait, quand on regarde la dernière étude de l'Obsar, donc qui est sortie début d'année, sur 316 responsables et directeurs achats qui ont été interrogés, quand on leur pose la question dans votre démarche achat responsable au niveau social, qu'est-ce qui est le plus important pour vous, 69% ont répondu le plus important, c'est de regarder et de vérifier que la santé et la sécurité du travail, et sécurité est respectée dans les conditions de travail. Et le deuxième sujet qui vient tout juste après, c'est évidemment la partie droits de l'homme. Donc, en effet, tout d'abord, quand on regarde les conditions et relations de travail, c'est s'assurer que chez les fournisseurs, les conditions de travail soient décentes, qu'il y ait un vrai dialogue social et qu'il y ait aussi une santé de sécurité assurée. Donc, comment faire? Évidemment, rien ne remplace les visites sur place. On peut aussi envoyer des questionnaires. On peut aussi également aujourd'hui faire appel à des outils, ce qu'on appelle des Workers' Voice, qui sont des outils de questionnement direct, qui vont aller poser des questions directement aux workers de vos fournisseurs pour connaître les conditions réelles de travail sur place. Le deuxième sujet, les droits de l'homme. C'est comment identifier les impacts négatifs tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Malheureusement, l'actualité dernière, notamment tout ce qui est dans le secteur textile, a montré que c'est un sujet très, très important. Respecter les droits de l'homme et surtout aussi peut être un problème de réputation et d'image. On se rend compte qu'aujourd'hui, pour être sûr que notre fournisseur respecte ces sujets-là, il va y avoir tout ce qui est les enjeux des audits sociaux. Donc, c'est se dire comment on va pouvoir aller déléguer des entreprises qui vont aller faire des audits sociaux sur place et qui vont permettre de s'assurer que les droits de l'homme, par exemple, sont bien respectés. Un des autres outils aussi mis à disposition, c'est la loi du devoir de vigilance, qui aujourd'hui est une loi en France qui oblige les entreprises de plus de 5000 personnes à faire une cartographie des risques et puis à mettre en place des actions de réduction pour notamment s'assurer que les droits de l'homme sont respectés. Cette réglementation en France est en cours d'étude en Europe. Et en fait, il y a notamment une organisation qui va être mise en place avec une centralisation et un organisme indépendant qui pourra mettre des sanctions aux entreprises qui ne respectent pas les directives. Et le troisième sujet aussi important, c'est tout ce qui est communauté locale, s'assurer que l'impact est le moins négatif possible sur notamment lors des productions locales, donc par rapport aux usines, par rapport également à l'extraction des matières, tout en faisant attention aussi au développement local. Donc, on va parler ici des créations d'emplois, de richesses et comment dynamiser le tissu local. On se rend compte en fait que l'acheteur, c'est vraiment celui qui fait le lien entre les objectifs économiques fixés par la direction et les objectifs environnementaux et sociaux fixés par la direction RSE. Donc là, c'est vraiment un bon moyen pour l'acheteur de prendre part à être un vrai acteur de l'économie au sens large et surtout de cette économie sociale, solidaire et d'avoir un vrai rôle dans cette économie sociale et solidaire et responsable. Le contexte aujourd'hui est peu contraignant, on l'a vu dans le secteur privé avec la loi du devoir de vigilance. Au niveau de la commande publique, le plan national d'action pour les achats publics durables avait fixé à horizon 2020 que 30% des marchés publics comprennent au moins une clause sociale. Aujourd'hui, les résultats sont qu'on en arrive à peu près à 15% des marchés, donc on est encore loin de l'objectif. Un autre outil qui peut être aussi utile, c'est que dans le marché public, on peut, par catégorie achat, réserver des marchés au secteur du handicap, donc le secteur du STPA, pour ensuite mobiliser ce secteur-là et travailler avec ce secteur-là. D'autres mesures incitatives existent. L'acheteur peut avoir recours à la sous-traitance du secteur du handicap pour diminuer la contribution, mais là, je laisserai Geoffrey en parler tout à l'heure. Donc, on se rend compte que même si les acheteurs sont très volontaires et veulent mettre beaucoup d'actions sur ces sujets-là, ensuite, il y a un problème aussi d'écosystème, qui est un écosystème assez complexe. Il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup d'acronymes également, et donc, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Donc, l'acheteur peut faire appel au secteur de l'ESS. Donc, qu'est-ce que l'ESS? Ce sont des fournisseurs qui appartiennent à l'économie sociale et solidaire. Donc, ce sont des entreprises qui doivent répondre à 3 objectifs. Le premier, c'est d'avoir et de poursuivre une utilité sociale. Le deuxième, c'est d'avoir une gouvernance démocratique.
Et le troisième, c'est d'avoir une lucrativité limitée ou une rentabilité mise au service de la finalité sociale. On a environ 220 000 établissements en France qui font partie de l'ESS et ça représente environ 10% du marché de l'emploi en France. Quand on parle des achats quand on parle des achats socialement responsables, en fait, ce sont vraiment les achats qu'il va y avoir, les transactions commerciales entre les organisations, les entreprises, les organisations publiques et les entreprises de l'ESS. Mais au sein de l'ESS, il y a également plusieurs catégories. Il y a ce qu'on appelle les achats solidaires. Donc, les achats solidaires, ce sont les achats qui regroupent les structures du secteur du handicap, donc du STPA, donc les ESA, les entreprises adaptées, les ESAT, également les TIH, donc qui sont des travailleurs indépendants handicapés. On a également tout ce qui est marché de l'insertion, donc ça rassemble les structures de l'insertion par l'activité économique, donc les SIAE, donc qui regroupent différentes structures telles que les EI, les ETI, les régies de quartier et puis aussi tout ce qui est groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Autre catégorie aussi qui existe, c'est tous les acteurs du commerce équitable. Donc, les acteurs du commerce équitable, c'est vraiment les relations commerciales qui vont exister, notamment aujourd'hui beaucoup plus autre que l'artisanat, beaucoup plus sur les matières premières telles que le café, le goire, le karité. Donc là, on va vraiment mettre en place des relations commerciales avec des organisations ou des entreprises et favoriser et assurer surtout le juste revenu aux producteurs et assurer aussi que les travailleurs aient des relations, des conditions de travail décentes et dans le respect des droits de l'homme. Un autre sujet important, c'est la diversité. Donc, ce sont les entreprises qui vont être implantées en quartier politique de la ville et qui vont être orientées diversité. Donc voilà, on se rend compte qu'il y a beaucoup de secteurs qui existent, beaucoup d'acteurs qui peuvent exister dans ce tissu social et d'autres indicateurs peuvent être pris en compte également par les acheteurs. Par exemple, travailler avec des entreprises qui emploient des personnes éloignées de l'emploi. Donc là, on va parler d'employabilité de seniors, de demandeurs d'emploi de longue durée, aussi de jeunes sans qualification. Et puis, un autre axe aussi qui est important, c'est comment développer l'ancrage territorial et puis du coup aussi améliorer l'impact environnemental. Donc là, c'est souvent des objectifs très forts dans le marché public. Donc là, c'est comment travailler avec des PME locales et puis également comment travailler avec des entreprises, des quartiers propriétaires de la politique de la ville ou également des entreprises qui font partie des zones de revitalisation rurale. Maintenant, on va regarder quelle est la méthodologie achat pour optimiser son impact social. Donc, en premier lieu, évidemment, je dirais qu'il faut prendre en compte la politique RSE de l'entreprise et de l'organisation. On ne peut pas être de tous les combats, il faut vraiment choisir son combat et choisir ses axes de travail. Pour certains, ça va être favoriser le travail solidaire et le secteur de handicap. Pour d'autres, ça pourra être favoriser l'emploi, la création d'emplois locales. Ensuite, on va cartographier les achats et analyser les contraintes. Par catégorie achat, le but, c'est vraiment d'analyser les besoins, d'analyser les contraintes, de cibler également des marchés tests, faire des tests, travailler avec certains acteurs, voir si ça marche, et ensuite élargir la démarche à d'autres catégories achats. Un des points aussi importants, c'est faire de la veille fournisseur. On l'a vu, il y a beaucoup d'acteurs. C'est donc travailler sur le secteur du handicap, par exemple, en regardant ce secteur atomisé, mouvant, assez dynamique, et puis aller au-delà des réticences et des a priori. Hein. On n'est pas uniquement sur les secteurs, par exemple, des espaces verts ou de l'entretien. Il y a beaucoup d'autres sujets aussi qui sont adressés, notamment beaucoup en ce moment, tout ce qui est les nouveaux métiers d'économie circulaire. Donc là, on parle de reconditionnement, on parle de traitement des déchets, on parle de tous ces sujets en fait qui font intervenir de nombreuses entreprises de l'ESS. Ensuite, un process achat classique, tout en adaptant en faisant quelques adaptations. Donc, tout d'abord, adapter son offre. Donc, on va rédiger de manière claire et compréhensible un cahier des charges qui va être adapté. Donc, du coup, on va pouvoir, par exemple, travailler avec des allotissements, c'est-à-dire de découper les marchés en lots pour faciliter l'accès des entreprises de l'ESS. On peut aussi mettre des clauses sociales d'insertion, donc pour faire travailler la sous-traitance des entreprises en insertion et recruter des personnes éloignées de l'emploi, par exemple, tout en donnant aussi un délai de réponse raisonnable. Ensuite, on va sélectionner les offres. Donc, évidemment, un des conseils, c'est vraiment d'étudier les offres financières de la même façon qu'avec une entreprise ordinaire.
Privilégier une visite de l'établissement, c'est toujours mieux. Là, on va être vraiment dans le dialogue, dans le partage d'informations, dans la communication. C'est toujours important d'aller sur place, de voir également quelles sont les formations qui sont données au personnel et quels sont leurs outils pour les faire monter en compétences, quel est aussi l'encadrement qui est offert aux personnes. Et donc, c'est vraiment ces deux facteurs de succès qui sont très importants à prendre en compte quand on va visiter des organisations de ce secteur-là. Également, j'ai envie de dire, comme toute entreprise, étudier la présence de labels, de certifications, vérifier la réputation avec les références clients, et puis aussi s'engager sur des marchés de 3 ans minimum. Là, on est vraiment sur du moyen terme, du long terme. On est là pour travailler ensemble, main dans la main, et pour faire avancer les choses des deux côtés. Ensuite, faire un suivi de la performance. Donc là, évidemment, on le verra ensuite avec la présentation de Geoffrey, les objectifs de délai, de qualité, de performance globale doivent être les mêmes que ceux des entreprises classiques. Donc, évidemment, privilégier le dialogue, des réunions suivies régulières avec un plan d'action régulièrement et puis avec un suivi de ces plans d'action. Le but, ce sera aussi de sélectionner des indicateurs à suivre, déjà pour mettre des objectifs et de se mettre des objectifs, et puis aussi pour communiquer en interne, en externe, et aussi en interne pour montrer la visibilité, pour montrer les vraies actions qui ont été mises en place dans le service, et qui va servir aussi à asseoir cette démarche. Convaincre et mobiliser en interne, ça j'ai envie de dire, ça va être valable sur tout le process. C'est comment créer une gouvernance projet achat responsable avec des groupes de projets, avec des référents. C'est aussi ne pas hésiter à s'appuyer sur les instances représentatives internes qui peuvent être les DRH ou les directions des RSE. C'est aussi obtenir l'accord des prescripteurs avant le process achat pour, en fait, le but, c'est vraiment comment embarquer toutes les parties prenantes vers ce vrai projet d'entreprise. Pour finir, on va parler de formation, puisqu'en fait, les acheteurs peuvent être mus par une conviction personnelle, vouloir faire plein de choses et avoir des objectifs dans ce sens-là, mais il faut aussi savoir les former, leur apporter une vraie sensibilité et puis une formation sur le handicap et l'entreprise, sur les marchés de l'inclusion. Il faut aussi préparer les acheteurs sur les méthodes de sourcing de ces établissements. Et puis, ne pas hésiter à leur intégrer aussi des objectifs achats sociaux dans leur feuille de route, qui peuvent être par exemple un nombre minimum, par exemple, avec un chiffre d'affaires à atteindre sur le marché du secteur du handicap, ou un nombre minimum de clauses sociales intégrées dans les appels d'offres, par exemple. Tout ça fait en fait que, on le voit, hein, c'est un vrai projet d'entreprise. Il va falloir embarquer les parties prenantes. Donc souvent, ça va partir d'une personne convaincue qui doit être elle-même convaincante pour embarquer toutes les personnes. Mais je pense que c'est vraiment un sujet important qui va permettre de faire changer aussi l'image de l'acheteur et puis qui va pouvoir aussi avoir un vrai rôle à jouer dans la lutte contre l'exclusion sociale et professionnelle de la société. Voilà, je vais laisser la parole à Geoffrey pour la suite de la présentation. Merci Delphine. Eh bien, je me présente à vous plutôt comme un homme de métier, un homme de terrain, pas vraiment un homme de communication, donc j'espère que vous serez tolérants. Je viens témoigner sincèrement parce que ce sujet me donne de l'élan. Je suis plutôt quelqu'un qui fait du commerce, des achats, du management. Ce qui me motive, c'est faire grandir et transmettre auprès de nos équipes et de nos partenaires. Et aujourd'hui, j'ai la joie de co-manager l'entreprise EPSA Marketplace et particulièrement notre entreprise adaptée By The Way, ce qui m'a donné l'occasion d'être invité pour vous parler du secteur du travail protégé adapté. Notre entreprise s'appelle By The Way. C'est une entreprise un peu particulière pour au moins 2 raisons. Déjà parce que son offre se trouve dans la catégorie prestations intellectuelles, ce qui est encore assez peu fréquent dans le secteur du travail protégé adapté. Et puis enfin parce que By The Way fait partie du groupe EPSA, dont les autres filiales, les autres entités sont des entreprises ordinaires, enfin du milieu ordinaire. Et en tant qu'entreprise adaptée, By The Way accompagne la valorisation des compétences de ses salariés, favorise la mobilité vers le milieu ordinaire. On a la chance de pouvoir le faire en interne, donc, sur différentes entités, ou en externe. On est très content lorsque des professionnels, des salariés qui se sont aguerris chez By The Way ensuite s'épanouissent dans d'autres entreprises aussi. Démarrons par une présentation du secteur travail adapté. C'est le secteur du travail protégé adapté, hein, STPA, un des outils de l'acheteur responsable pour améliorer l'impact social lié à ses actes d'achat.
Il est composé de plus de 2000 structures en France. Donc, Delphine l'a déjà dit, ESAT, EA, TIH, donc des établissements qui ont différents types d'accompagnement. Hein. Dans les ESAT, on est dans des établissements des services d'aide par le travail. C'est un accompagnement souvent médical et psychologique qui est assez important. Dans une entreprise adaptée, ce sont plutôt des adaptations du poste de travail, de l'agenda. Il peut y avoir un peu de médical, mais ça n'est pas géré par l'entreprise. C'est la médecine du travail et puis le salarié lui-même qui est en maturité sur son handicap et sur bien les compensations qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir le faire travailler dans les bonnes conditions. À ça s'ajoutent les sociétés de portage. C'est assez récent. Les sociétés de portage, lorsqu'elles embauchent un salarié disposant d'une reconnaissance officielle en qualité de travailleur handicapé, eh bien, elles permettent aussi comme toute autre société du STPA, d'être reconnue comme telle. On trouve qu'il est aisé de travailler avec les entreprises du secteur adapté. Finalement, l'inclusion sociale, on pourrait dire, c'est simple. Pourquoi c'est simple? Parce qu'on travaille avec une entreprise classique. Une entreprise classique dans le sens où elle est avant tout une entreprise formée de femmes, d'hommes, qui a une offre, qui s'appuie sur ses compétences, sur de la technique, sur une offre de valeur. Et en ça, elle est un vrai partenaire, un fournisseur, comme peut l'être toute autre entreprise du milieu ordinaire. C'est simple aussi parce que, au final, ces entreprises sont ancrées dans la société, elles ont le même contexte légal, fiscal que les autres entreprises, et ainsi, vous créez des fournisseurs dans vos bases de données, vous utilisez vos outils habituels pour pouvoir entrer en relation et en collaboration avec les entreprises du secteur du travail protégé adapté. S'il y avait une différence, eh bien, évidemment, ce serait que la raison d'être est tacite. Tacite parce qu'elle est forcément humainement responsable, à rechercher un équilibre économique, bien sûr, peut-être même un profit, mais aussi l'impact social. Et donc l'équilibre entre l'économie et l'impact social, ou la conjugaison entre les deux. D'ailleurs, pour parler de raison d'être, et revenir sur By the Way, notre ambition chez By the Way, c'est de co-construire avec les salariés une entreprise qui prend du plaisir à servir ses clients et aussi à servir les salariés, à donner du plaisir en interne. Ainsi, à contribuer à un monde qui est plus tolérant, plus ouvert et empreint d'entraide. D'ailleurs, cette raison d'être, elle s'applique aussi à EPSA Marketplace, qui accueille By the Way dans son sein. L'inclusion sociale, c'est aussi vecteur de performance. Vecteur de performance parce que, comme on l'a dit juste avant, le secteur du travail protégé adapté ont des entreprises qui sont de réelles entreprises avec une vraie offre, une performance opérationnelle et donc attendue en tant que prestataire et fournisseur, qu'elle satisfait un besoin. C'est même souvent une source d'innovation parce que le fait d'avoir dû adapter des postes de travail, des agendas, c'est souvent source d'innovation. On sait parfois que les contraintes ralentissent et parfois aussi elles sont source de créativité. Et en ça, vous pourriez trouver au sein du secteur du travail protégé adapté encore plus d'innovation parfois que dans le milieu ordinaire. Et on dit aussi que l'inclusion sociale, c'est vecteur de performance, performance durable, parce que bien sûr, il y a une performance économique qui est réelle du fait d'avoir un service qui est rendu ou un produit qui est livré, mais aussi une performance économique qui est induite par la réduction de la contribution légale. Donc là, ce sont les mesures incitatives qui sont mises en place par notre législation et qui forcément permettent aux utilisateurs de ces services ou de ces produits de bénéficier de réduction de contribution. Et enfin, une performance commerciale. Performance commerciale parce que le fait d'avoir de plus en plus d'achats responsables, ça permet d'améliorer la note, le critère de la clause sociale qui est de plus en plus présente dans les marchés, notamment publics, comme on l'a vu, et encadré par la loi, mais aussi au sein des entreprises privées, on voit de plus en plus ces notions-là qui sont demandées et qui font partie des critères. L'inclusion sociale, enfin, c'est source de sens. Source de sens
chacun comprend que la définition du sens au travail est vecteur de performance aussi. Alors, c'est une évidence, le recours à des EA, des ESAT, des TIH, ça favorise l'accès à l'emploi de personnes en situation de handicap. Et comme ces personnes sont aujourd'hui les moins bien servies, j'ai envie de dire, dans l'égalité des chances, eh bien, c'est justement de faire appel à ces sociétés-là et de permettre d'avoir ces incitations gouvernementales, ce cadre un peu spécial qui est donné, eh bien, c'est redonner l'égalité des chances. On ne parle pas de, de favoritisme, mais simplement de retrouver une équité. C'est source de sens parce que, vous savez, le sens fédère. La plupart des entreprises aujourd'hui ont des discours sur les valeurs et travailler ensuite avec le secteur du travail protégé adapté ou créer soi-même une entreprise du secteur du travail protégé adapté, ben, ça prouve la cohérence des discours sur les valeurs avec les actes de l'entreprise. Et enfin, il y a un autre bénéfice qui est induit. Je sais qu'on parlera de l'empreinte carbone et de l'impact environnemental sur le prochain webinaire, mais via le STPA, souvent, on a aussi réussi on arrive à conjuguer la recherche d'une empreinte carbone limitée, parce qu'il est très fréquent que ces sociétés du STPA soient à proximité de leurs clients. On voit à 75%. On est situé dans le même département français qu'eux. Donc, aujourd'hui, de plus en plus de personnes ont conscience de cette nécessaire transformation de notre société vers plus d'entraide, plus de frugalité, plus de raisonnement responsable. J'ai envie de dire, avec le STPA, vous avez là un outil relativement simple à mettre en œuvre. En conclusion, mon message est simple, qui serait celui-là, c'est que travailler avec le secteur du travail protégé adapté, c'est simple, c'est utile, c'est performant, et puis c'est cohérent avec un monde durable. Alors, pourquoi s'en priver? Merci beaucoup, Geoffrey. Merci pour ton intervention. Merci aussi à Delphine. Je trouve qu'on voit bien l'articulation entre effectivement ce qu'est finalement l'économie sociale, solidaire, quelles sont les méthodologies en tant qu'acheteur pour pouvoir impulser cette dynamique-là, cette démarche-là, et puis finalement derrière démystifier un petit peu le sujet. Alors, on a pris cet exemple-là, puisqu'effectivement, il est dans notre entreprise et on le maîtrise très bien, mais on aurait pu très bien effectivement prendre d'autres catégories, entre guillemets, d'entreprises qui sont dans l'ESS. Ce que je vous propose, c'est de passer effectivement sur cette partie questions-réponses. Alors, pour ceux qui nous suivent, vous pouvez dès maintenant, et vous l'avez certains et certaines déjà fait, mettre des questions que je vais pouvoir poser à Geoffrey et à Delphine et pourquoi pas à moi-même. Il y a déjà une première question, Geoffrey, qui est posée par Marion, qui nous demande est-ce que tu peux présenter en quelques mots très rapidement ce que fait en fait By the Way, puisque effectivement on a plutôt l'habitude de se dire qu'une entreprise adaptée ou une ESAT est plutôt sur des métiers, on en voit beaucoup, hein, sur la restauration, sur des prestations de ménage, etc. Là, on est sur une prestation intellectuelle liée aux achats. Est-ce qu'en 2 mots, tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Merci pour la question, Marion. By the Way travaille en direct avec ses clients et aussi bénéficie des expertises, des expériences du groupe EPSA et spécialement de la filiale EPSA Marketplace. Donc aujourd'hui, l'offre d'EPSA Marketplace et l'offre de By the Way se conjuguent. Ainsi, toutes les offres d'EPSA Marketplace peuvent être, au moins en partie, produites par By the Way. En ça, on parle de solutions qui adressent la catégorie C, les achats non récurrents. On parle de portage d'achat du tail end, de la long tail, achat de services ou de marchandises, des sourcings, des approvisionnements, le fait de régulariser un certain nombre d'opérations qui auraient déjà eu lieu. Et puis, on utilise beaucoup d'outils qui sont déjà disponibles, des outils digitaux, des outils de dématérialisation, la gestion des factures, la gestion des litiges, bien sûr, avec du suivi de reporting. En ça, que ce soit des solutions spot buy ou des solutions marketplace, on donne une complète transparence sur la manière dont sont consolidés ces achats au sein de notre société. On se présente comme un fournisseur unique pour une multitude de fournisseurs de rang 2 et on apporte cette transparence complète sur la manière dont ça a été acheté, sur les sociétés qui ont été utilisées en tant que fournisseurs ou prestataires.
et également même sur les marges qui sont prises, hein, ce qui est un markup généralement sur chaque opération. On a enfin des prestations qui peuvent être rendues directement par By the Way, ce qui voudrait dire qu'on n'a pas vraiment le portage d'achat, mais cette fois-ci plutôt du support in situ au sein des entreprises de nos clients, du support out situ au sein de nos locaux, dans les outils clients ou pour les outils clients. Ça va être la gestion d'appels d'offres, des missions sur livrables sur lesquelles on remet des rapports de sourcing, des analyses achats. C'est aussi une offre un peu particulière du fait qu'on soit dans le milieu du secteur travail protégé adapté, c'est la récupération de ces montants utiles au nom des clients auprès du secteur du travail protégé adapté. C'est vrai que c'est assez cohérent pour nous d'en parler, de faire la démarche vers d'autres EA, d'autres ESA, d'autres entreprises TIH, et bien pour collecter toute la partie administrative qui suit ces réductions de contributions. On va développer encore l'offre de By the Way. On a l'intention de pouvoir avoir de nouvelles offres qui arrivent et qui sont des offres exclusivement By the Way sans forcément s'appuyer sur les expertises ou les expériences d'EPSA. Et vous le verrez dans les mois prochains. On communiquera. T'as raison, c'est en cours, Geoffrey. Merci en tout cas, et puis on en profitera pour mettre peut-être une présentation de By the Way dans le mail que vous recevrez, où il y aura notamment le lien du replay. Delphine, il y a deux questions qui sont d'ailleurs à la fois pour toi et aussi pour Geoffrey, et ce serait intéressant d'avoir votre avis. Il y a une première question qui est peut-être un tout petit peu plus pour toi, Delphine, qui est: est-ce qu'on peut trouver des acteurs de l'économie sociale et solidaire dans toutes les catégories d'achat, et si oui, est-ce qu'il y a des critères de suivi particuliers? Ça, c'est la première question. Et on a une autre question de Ronan, qui est un petit peu plus longue, qui nous demande est-ce qu'on va parler ou est-ce qu'on peut parler de comment analyser l'impact des pratiques d'achat, négociation, order flow, etc., sur les performances sociales. Autrement dit, comment est-ce qu'on peut anticiper les injonctions contradictoires entre ce qu'une entreprise va demander à ses fournisseurs, le respect d'un code de conduite, d'un code bonne pratique, hein, et ces pratiques achats qui ne le permettent pas toujours. Je reprends mot à mot ce que votre question, Ronan. Donc, première question peut-être plus pour toi, Delphine. Est-ce qu'on trouve effectivement des critères, enfin, est-ce qu'il y a des critères RSE à suivre suivant les prestataires, est-ce qu'ils sont présents dans toutes les catégories d'achat? Et puis, s'il faut, je reposerai la question de Ronan juste après. Oui, merci Cédric. En fait, oui, en effet, les catégories achats sont pas mal toutes représentées. Alors, on a forcément en premier tout ce qui est, on avait dit, traiteur et les espaces verts. On a aussi l'entretien, mais on a aussi tout ce qui est les nouveaux métiers de l'économie circulaire. On a aussi tout ce qui est conseil de communication, tout ce qui est aussi maintenance informatique, data, données administratives. Donc, c'est assez vaste. Comme on le disait, c'est un marché très dynamique. Donc, ne pas hésiter c'est pour ça on disait faire de la veille de la veille locale, rencontrer différents interlocuteurs et différents acteurs, hein, puisque vous pouvez avoir à côté de chez vous des entreprises qui vont faire des actions dans différentes catégories. Donc, c'est important de travailler sur la veille puisque ça va très vite et c'est un marché très mouvant. Beaucoup de choses qui se créent. Et puis, donc, il y avait aussi la question quels indicateurs on peut suivre et mettre en place. Par exemple, on peut suivre le nombre de marchés réservés au secteur du handicap ou le chiffre d'affaires qui peut être fait par des ESAT ou des EA. On peut aussi mettre en place des suivis de nombre d'heures d'insertion, également le pourcentage de clauses sociales qu'il peut y avoir dans les contrats. Voilà, tout ça, c'est des sujets, des indicateurs que l'on peut suivre. Et tout vient aussi de l'important, c'est donc du coup de bien qualifier son panel fournisseur, j'ai envie de dire, et donc dès le début, de mettre en place, quand on va faire rentrer un nouveau fournisseur, ce qu'on appelle dans la RFI, du coup, de mettre en place ces indicateurs RSE pour bien qualifier et bien connaître son panel fournisseur quand il fait partie, par exemple, de l'ESS. Alors, du coup, Delphine fait la transition effectivement avec la question de Ronan qui nous demande comment est-ce qu'on peut réussir donc, à analyser et comment est-ce qu'on peut anticiper finalement des injonctions contradictoires entre ce qu'une entreprise va demander, effectivement, le fait de signer un code de conduite, le fait de closer un marché, et puis finalement des pratiques achats qui ne le permettent pas toujours. On a peut-être quelques éléments de réponse, puisqu'on a certains clients avec qui on travaille qui aujourd'hui souhaitent, je vais apporter juste ma réponse sur mon périmètre, mais il y a certains clients qui effectivement demandent, on pensait notamment à des notes EcoVadis, à des engagements CDP, qui aujourd'hui disent clairement,
dépasser, si vous êtes inférieur à telle note, vous ne serez plus éligible à répondre à des appels d'offres. Donc, on est vraiment en amont dans le sourcing du fournisseur, voire dans la remise en question du panel fournisseur en disant attention, en dessous de 50, 60, vous ne pourrez plus répondre à un appel d'offres sur une note EcoVadis ou sur autre chose. Geoffrey, Delphine, des éléments de réponse là-dessus? Oui, j'aimerais bien démystifier un petit peu la question. Les injonctions contradictoires, elles existent au final auprès de tous les prestataires. On va vouloir contribuer, collaborer avec le prestataire et en même temps s'y retrouver. Donc, on travaille toujours souvent pour le bénéfice d'une entreprise. Et en ça, c'est la même chose qu'on le fasse avec une entreprise de l'ESS, du STPA ou une entreprise du milieu ordinaire. Je vois finalement très peu de différence. Très peu de différence. Les incitations et aujourd'hui, cette contribution qui est réduite fait que quelque part, l'a priori qu'on pourrait avoir d'une moindre performance dans une société de l'ESS ou du STPA est à minima contrebalancée par une incitation. Et parfois même, c'est la cerise sur le gâteau parce que la performance est tout à fait équivalente. Donc, en ayant la performance équivalente, on a la cerise sur le gâteau avec du sens. Je ne vois pas forcément d'injonction contradictoire là. Delphine, est-ce que tu… Tout à Si fait. Ronan veut développer, peut-être, je serais ravi encore de répondre. Delphine? Non, mais tout à fait, ça va dans le sens aussi de ce que tu disais, Cédric, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, ces critères sociaux sont aussi intégrés dans les critères ESG, notamment auprès des investisseurs. Pour l'image, on voit que c'est pour le problème de visibilité aussi, c'est des sujets qui sont pris en compte. On a vu les incitations, la loi aussi qui va dans ce sens-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'impact social est pris en compte, dépend aussi, comme on le disait, hein, d'une personne aussi volontaire qui va pouvoir mettre et embarquer les parties prenantes. Mais il peut y avoir aussi tout un mouvement qui va être dans le sens de la politique RSE de l'entreprise. C'est vraiment un tout à prendre en compte en fonction de la loi, des incitations, de la politique RSE et puis des objectifs de visibilité également de communication. Ce qui est certain, pour compléter et répondre aussi à votre question, Ronan, c'est que aujourd'hui, et on en parlait sur le premier webinaire en termes de gouvernance, et Bertrand Pouillot, directeur des achats d'Enedis, l'a aussi très bien expliqué, c'est qu'on est en train de faire basculer, on est en train de créer une nouvelle relation avec nos fournisseurs. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les entreprises sont de plus en plus, il y a une demande de transparence, c'est ce qu'on a dit en introduction, de la part des clients, de connaître toute la chaîne de production, de savoir jusqu'au bout de là où c'est produit, là où c'est fabriqué. Et effectivement, entre même la phase amont de négociation potentielle avec le fournisseur sur les délais de paiement, etc., tout ça fait que la relation est en train de se transformer, se démystifier pour que ce soit finalement un dialogue. Je ne dis pas que ça n'en était pas avant, mais c'était peut-être un peu plus frontal ou un peu plus dur ou plus brutal. Aujourd'hui, on est vraiment dans, en tout cas, c'est ce qu'on préconise. Dans la réalité des faits, c'est que c'est parfois plus compliqué, encore plus quand les montants des contrats sont à multiples zéros. Mais on tend vraiment, et c'est ce qu'on voit encore une fois aussi chez nos clients, et on peut le dire parce qu'on s'appuie sur cette expérience-là, finalement de redessiner la relation qu'il y a entre un fournisseur et un client, y compris sur ces termes-là, en disant il faut qu'on se mette d'accord. Et avec un mot qui est ultra important, qui est on se met dans une phase d'amélioration continue. Et ça, je trouve que c'est ultra important, qui est de se dire il y a l'état à date et voilà l'image à l'instant T de nous, ce qu'on souhaiterait avec nos fournisseurs, voilà la réalité de ce que vous faites, comment on arrive à converger tous les deux. Et c'est ce que je disais à propos de la crise Covid qui aujourd'hui vient aussi être une opportunité pour aller professionnaliser des filières et des filiales et des filières entières sur des secteurs d'activité avec des effets et des synergies à créer entre finalement tous les acteurs qui vont pouvoir travailler main dans la main pour effectivement améliorer toutes ces pratiques d'achat qui ont un impact social et environnemental qui est effectivement assez fort. Donc on est vraiment sur un switch et avec l'idée phare qui est l'acheteur devient et retrouve aussi sa position assez stratégique sur ces sujets-là, avec un mot d'ordre aussi qui est l'acheteur doit aller, et ça on y croit très fortement, sur le terrain pour se rendre compte de ce qu'il achète. On peut se servir, et Delphine l'a dit, des questionnaires, des audits. Allons-y, c'est une première couche. Allons sur le terrain, allons comprendre ce qu'on achète jusqu'au bout, ça demande du temps, mais rien ne vaut la compréhension de visu et d'interroger finalement ceux qui contribuent à la richesse et à la croissance des entreprises entre
le récoltant, si je prends cet exemple-là, et finalement le revendeur final. Pour les autres questions, ce que je vous propose pour tenir le timing, c'est qu'on y répondra évidemment par mail tous les trois sans problème. Elles sont notées, elles sont enregistrées. Delphine, Geoffrey, je voulais vous remercier encore une fois pour effectivement ce temps d'échange, de témoignage et de partage de nos méthodologies. Pour vous donner un dernier rendez-vous, effectivement, on communiquera les dates très prochainement, notamment celle de mi-mai où on fera intervenir un ou deux grands témoins sur justement comment eux vivent au quotidien les achats responsables avec un impact social. On aura probablement une double prise de parole d'une entreprise du CAC 40, mais aussi d'un réseau qui favorise ces achats responsables. Et puis, on communiquera évidemment sur le duo de webinaires sur le mois de juin qui traitera cette fois-ci de comment les achats peuvent être un levier pour contribuer à la trajectoire bas carbone que toutes les entreprises sont en train de s'imposer. En tout cas, c'est des ambitions qui vont dans le sens de l'histoire. Merci encore à vous deux, merci à toutes et à tous et à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.